Allez, 40. C'est parti. L'addiction à la codéine, aux opiacés, on va en parler. Parce que c'est vraiment un fléau important qui touche, je pense, beaucoup de drépanocytaires et plus que ce qu'on pense et ce qu'on croit. Mais c'est encore un sujet tabou. Et en vrai, je le fais. Si là je prends la parole, si j'ai pris la parole ces derniers temps, c'est pour essayer d'être. Ouais, en vrai, c'est essayer de dire qu'en fait, vous n'êtes pas tout seul. Parce qu'on a tous tendance à croire. Et ça, c'est un problème qu'on a, c'est penser qu'on est tout seul dans notre combat. Et ça, c'est l'erreur qu'on fait énormément, nous les drépanos, et encore d'autres personnes. Mais je parle en tout cas de ce qui me concerne, de ce qui nous concerne. Pourquoi j'en parle maintenant? Parce qu'il le faut, c'est une nécessité. C'est vraiment pour ça que je suis revenu, c'est vraiment pour faire de la sensibilisation. Parce que moi, quand j'ai commencé la coding, pour faire un petit rappel, là j'ai 36 ans, j'ai 36 ans, bientôt 37. J'ai commencé à l'âge de. On prescrit quoi quand on a 16 ans, donc il y a 20 ans. Et quand on m'a prescrit ça, c'était vraiment pour soulager la douleur. Mais on ne nous a pas fait d'éducation comme maintenant on peut faire actuellement. On ne nous a pas fait ça, c'est un peu vas-y, prends la codéine pour soulager ta douleur et sans t'expliquer les conséquences, les effets secondaires et le fait que tu peux être addict à ça. Moi, comme je dis encore une fois, je parle de la codéine parce que c'est le sujet que je connais, dont j'ai été addict, hein, mais ça peut être la morphine, ça peut être plein d'autres opiacés, plein de morphiniques différents. Donc voilà, moi j'ai pris ça, j'ai l'âge de 16 ans, je crois, quelque chose comme ça. On en donne aux ados pour soulager la douleur. Et franchement, je ne sais pas à quel moment je suis parti en vrille, ni pourquoi. J'ai commencé à en prendre de plus en plus. Donc, j'avais 16 ans. Au début, je respecte les doses prescrites. 2 comprimés maximum toutes les 6 heures. Donc 6 comprimés par jour. Je prends ça, tranquille. Et pour être honnête, je sais plus, je vous dis encore une fois, je sais pas à quel moment j'ai vrillé. La seule chose que je me souviens, c'est que l'aîné de la famille, qui est aussi drépano, une fois je l'ai vu, il a pris genre 2 comprimés dans un fond d'eau. Et bim, je l'ai vu, il était en train un peu de planer. Mais il a pris ça je pense, pour la douleur. Il n'est pas addict, pas du tout. Et c'est le seul souvenir que j'ai de l'époque d'il y a 20 ans. C'est que je l'ai vu, il en avait pris 2 dans un petit. Moins on en prend, plus c'est concentré, plus l'effet est waouh, je dirais. Donc j'ai pris ça, j'ai dit, je teste et j'ai commencé à planer. Alors, est-ce que c'est de là que c'est parti? On va pas mettre ça sur son compte. C'est pas sa faute, mais c'est le seul souvenir que j'ai. C'est de me dire, je l'ai vu planer, je me dis, ouais, je veux la même chose pour ressentir le même effet. Donc j'en ai pris, puis voilà, je pense que c'est comme ça. Mais après, c'est à l'époque où aussi je faisais beaucoup de crises. Et 2004, notamment à l'âge de mes 18 ans, 2004, donc j'ai dû en prendre en 2002, quelque chose comme ça. Et ça coïncide avec la période où j'ai fait énormément de crises. C'est-à-dire que pendant 5 ans, j'avais été tranquille, pas de douleur, rien, pas de crise. J'avais fait des échanges transfusionnels, etc. Et 2004, je sais pas pourquoi, il n'y avait pas eu d'éléments déclencheurs, mais je faisais énormément de crises. Donc plus je faisais de crises, et plus je consommais de la codéine. Mais au début, ça allait. Je ne m'en rendais pas compte. Je me rendais vraiment pas compte que j'en prenais beaucoup. Là où ça a commencé à être problématique, c'est quand j'ai vu que je commençais à faire des crises, que j'étais à l'hôpital, et que même à l'hôpital, même alors qu'on me donnait de la morphine, etc., je ramenais mes boîtes de Dafalgan avec moi. C'est assez bizarre. Et tout. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais j'en parle pas. Même à mes frangins, personne. Mais quand je vous dis, j'ai mis des années à parler aux gens de l'addiction. Personne ne savait. J'en avais tellement honte que j'en ai jamais parlé. Puis un jour, je prends mon courage à deux mains et j'en parle avec ma psy. 2007. Pour vous dire, ça remonte à très 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 loin et que c'est un combat. C'est là, 2007, ça
Ça fait énormément de temps pour vous dire, j'ai arrêté qu'il y a 2 ans et demi. Donc pour vous dire que c'est pas, je ne suis pas arrivé à décrocher de la codine comme ça. Il y a eu tout un processus, toute une histoire qui a fait que j'en suis là aujourd'hui. Et encore, on verra plus tard. Donc voilà, j'en parle à la psy, je dis ouais, je suis addict à la codine. Euh, J'aimerais bien essayer d'arrêter, etc. Donc pareil, après on en parlait avec mon médecin. Et j'ai été l'un des premiers à les alerter sur le fait que les syndromes de manque de la codine sont les mêmes types de douleurs qu'une crise. C'est-à-dire que quand on est en manque dentalgique, peu importe lequel, enfin en l'occurrence, moi, je parle pour moi, c'est t'as chaud, t'as froid, tu transpires, t'es en sueur, je comprends pas, t'es irrité, t'es irritable, t'es un peu, pas bipolaire, mais tu t'énerves pour un oui, pour un rien. Et t'as des douleurs au niveau des os, au niveau des os. Et c'est là en fait où tu sais pas faire la différence. C'est-à-dire que moi à cette époque-là, je sais pas si j'ai fait. Je pense que j'ai dû faire des crises dues au manque plutôt que à proprement dit dues aux crises. Et, euh, et j'étais là avec les médecins, on a essayé plusieurs traitements. Hein. Je les avais arrêtés en 2007. J'ai vu une addictologue, une première. Euh, on a essayé. J'étais en moyenne, pour vous dire, j'étais en moyenne. J'ai jamais voulu vraiment savoir combien de codéine je prenais par jour. J'ai jamais voulu. Parce qu'en fait, je voulais pas être confronté à ma réalité. Mais je vais vous donner des chiffres tout à l'heure, vous allez halluciner. C'est énorme. Tout ce que j'ai ingurgité. Et encore, visiblement, je suis un petit joueur par rapport à d'autres. Je suis un bisounours. Je prenais, donc j'ai vu la spécialiste, on a essayé plusieurs traitements, des anxiolytiques pour me calmer, néocodion, moitié ceci, moitié codéine, moitié doliprane, mais j'étais pas assidu. Et pour arrêter, déjà il faut prendre conscience qu'on a un problème et j'aimerais dire faut le vouloir, mais c'est pas qu'une question de volonté. Moi mon médecin me dit oui, vous avez pas envie, c'est pas une question d'envie. Avec le temps, j'ai compris que l'addiction, c'est une vraie maladie, comme la drépano. C'est une maladie. C'est pas la même, mais ça reste une maladie. Euh, donc, on a essayé. Et le problème, c'est que je faisais énormément de crises. Donc, en fait, j'ai beau baisser, sauf que quand tu fais des crises, pareil, on bourre de médoc, morphine, à gogo, etc., etc. Bim, qu'est-ce qui se passe? Tu rentres chez toi, ce sevrage il est compliqué. Qu'est-ce que tu fais pour soulager, pour truc? Tu reprends de la codéine. Ben voilà. Donc du coup, cercle vicieux. Tu recommences. Et c'est chiant. Donc je la voyais sur cours alternatif. On a essayé. Ça n'a pas marché. Et je prenais un peu ça à la légère. Et tout le temps, il me fallait mon tube de codéine avec moi. S'il y avait, là, 2023, on est tous là avec nos téléphones dans nos poches. Moi, le premier truc qu'il me fallait, c'était un tube de codéine. Le tube, vous voyez ma poche, il y avait un gros truc, on se demandait ce que c'était. Mon tube de codéine. Tout le temps. Et ce que je faisais carrément, mais des trucs de fou, hein. Un gobelet dans la main. Là, si j'étais encore sous codéine, j'aurais pris un comprimé avant de faire le live. J'en aurais pris un pendant, mais vous l'auriez même pas vu. Je faisais des trucs de fou. Là, j'habite. Un exemple, ma mère, elle habite à 10 minutes. Je pars de chez moi, je prends un demi-comprimé. J'arrive chez ma mère, je prends un demi-comprimé. Pourquoi? J'ai pas mal, mais c'est comme ça, je préviens la douleur. C'est l'habitude, c'est subconscient, c'est comme ça. Je vais au travail, le matin, au réveil, demi-comprimé. Je bois un café 20 minutes après, un demi-comprimé. J'arrive au travail, un comprimé. Une heure après, un comprimé. Enfin, des trucs, mais qui n'avaient ni queue ni tête. Après, oui, j'ai pris ça parce que je prévenais des douleurs, je voulais prévenir des douleurs qui n'étaient pas là. Mais on s'est rendu compte que plus je prenais de médoc, plus quand je faisais des crises, il me fallait des antalgiques encore beaucoup plus puissants et des doses de morphine beaucoup plus élevées. Et ce qui m'a fait peur et qui a commencé à me titiller dans la tête parce que je prenais un peu trop ça à la légère, c'est quand j'ai commencé à faire beaucoup de réanimation. C'est quand j'ai commencé, donc c'est 2013 par là. Depuis 2013, je faisais énormément de crises et toutes les crises, elles étaient
énorme. Mais à chaque fois, elle m'emmène en réa. Alors qu'on sait pertinemment que quand on va en réanimation, c'est parce que voilà, c'est une fois tous les 107 ans, vous faites des grosses crises et puis bim, vous partez en réa. Mais ça peut pas être à chaque crise. Et là, ça a commencé à me faire peur. Je dis, mais attends, comment ça, je passe d'un service lambda où je faisais des longues hospitalisations, c'est vrai qu'elles étaient longues, je faisais 3 semaines, 1 mois à l'hôpital. Et je pense que ça a dû jouer. Alors que en vrai, si je pense que je n'étais pas addict, on aurait pu diviser par deux ces nombres d'hospitalisations, ou au moins la durée. Et tout le temps, j'étais là en réa, monsieur. Et on arrivait à des doses de morphine, mais des 600 mg de morphine par jour, des 400 mg de morphine. C'est énorme, c'est énorme. Et juste pour une crise douloureuse, je ne vous parle même pas de syndrome thoracique, je ne vous parle même pas de trucs de ouf. Vous voyez, vraiment, c'est juste des crises douloureuses. Et mon médecin me disait, monsieur Baradi, c'est à cause des antalgiques que vous faites des grosses crises. Vous voyez la dicto. Et je lui disais, non, c'est pas à cause de ça. Non, c'est pas à cause de ça. Non, c'est à cause du stress. Ou non, c'est ceci, ceci. Je me voyais la face. Mais en fait, je voulais pas m'avouer les choses. C'est que j'ai vu, plus je consommais, et plus on élevait. Et c'était trop. C'était trop. Une boîte de dafalglucodéiné, il y a 16 comprimés dedans. 16 comprimés. Les amis, je vais pas vous mentir, dans le plus dur, j'étais à 14 comprimés par jour. 14 comprimés. C'est-à-dire limite une. Sur 24 heures, j'en prenais plus d'un toutes les 2 heures. Mais wesh. Sachant que je dors. Je suis un gros dormeur, je dors du 10 heures par jour. Sur 14 heures, à chaque heure, je prends un comprimé. Mais c'est pas possible, c'est pas une vie, ça. C'est pas possible. Mon foie, je sais même pas, Dieu merci, je sais même pas mon foie comment il a fait pour tenir. Vous mettez un mec, vous donnez de la codéine, peu importe. Quand on entend ceux qui ont des problèmes d'alcool, cirrhose du foie. On comprend pas. Moi, pendant 16 ans, j'ai beau prendre de la codéine, rien. J'ai réussi à faire la thérapie génique, même si ça a foiré, j'ai réussi à faire ça. Mon foie, il a passé les tests, il n'y a rien, pas de maladie, que dalle. Lors de mes crises, à combien de morphine j'étais? Par jour, j'étais à plus de 200 mg. Plus de 200, et il m'est arrivé d'aller à des 300 mg, 400 mg par jour. Par jour. Tu vois? Donc c'est énorme. C'est énorme. Donc je disais, j'étais à des 14 comprimés par jour. 14, mais sans, pourquoi? J'en ai pris, j'ai pris ça. Et pour vous, j'allais chez le pharmacien. Mon pharmacien, c'était mon dealer. Guillemets dealer, n'allez pas, c'était mon dealer. Il m'a pas. Lui, je lui ai payé ses vacances, je lui ai payé les trucs de ouf. Toutes les 2 semaines, j'allais chez lui. Toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines minimum. J'allais 27,40 €. Je prenais des 11 boîtes. Je le voyais le vendredi, je sortais plutôt du travail, j'allais chez lui, je prenais 11 boîtes, tac. Je revenais des fois, je revenais 3 jours après, je reprenais 10 boîtes. J'avais des 22 boîtes chez moi. Truc de ouf. Quand j'étais plus jeune, les seuls traitements que je prenais, c'était pas spécial foline, oracéline, cyclo, cidréane, nanana. Tout ça, j'allais à la pharmacie, ça restait chez moi, stocké. Ce que je consommais, c'était des boîtes de dafalglucodéine. Que ça, bla 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 bla. Carrément, pour vous dire, j'en prenais à mon grand frère. Lui, il avait les siens. Je lui en volais carrément, parce que je lui demandais même pas l'autorisation. Quand j'étais plus jeune, je lui en volais carrément. Pour vous dire à quel point, où est-ce que j'étais arrivé. Et quand j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à aller en acheter. Mais sur une ordonnance, on me prescrit quoi? 11 boîtes. Les 11 boîtes, je les fumais en quoi? En 8 jours. 8 jours. Vous savez que vous avez une ordonnance valable 6 mois. Vous devez y retourner 21 jours au minimum ou 28 jours. Vous faites comment? De 8 à 28, 20 jours sans codéine, c'est pas possible. Qu'est-ce que je faisais? J'allais voir mon pharmacien. Tac, vas-y, tiens, boîte. C'est comme ça que je faisais. Oui, c'est un truc de fou. Et j'en parlais pas. Et je disais à mon médecin, c'est pas possible. Et elle, pour que j'étais mariée, même mon ex, elle me disait, essaie d'arrêter. Je prenais ça un peu à la légère. Ouais, vas-y, demain ou un jour. De toute façon, à partir du moment où mon foie, il n'y avait pas de problème, ouais, vas-y, demain. Mais moi, je suis là, j'attendais, genre comme si le plus grave
J'attendais qu'il se passe quelque chose de grave pour me dire arrête. Non, c'est pas possible. Mais je m'étais toujours dit que j'aimerais bien. Je savais que je voulais arrêter, hein. Mais c'est compliqué psychologiquement. Franchement, c'est compliqué. Et je m'étais toujours dit que j'arrêterais avant d'avoir un enfant. J'aimerais bien ne pas être dépendant aux âgés, que j'ai pas envie qu'à mon gosse, j'ai pas d'enfant, mais j'ai pas envie que mon gosse il me voit en train de prendre des cachetons. J'étais là pour vous dire des trucs de fou en soirée ou n'importe quoi dans la journée. Gobelet à la main, j'étais à un gobelet, je mettais ma main dessus pour pas que ça fasse de bruit, ça faisait pshhh. Je cachais ça quand j'avais, ou sinon je prenais une bouteille cristalline. Vas-y, je mettais mes 2 comprimés ou un comprimé. Avant, j'en prenais 2, après je me suis dit 2, ça faisait trop par jour. Et on manque pas d'argent, aussi c'est un budget. Donc je suis passé à 3 quarts, je suis passé à 1,5, vas-y, etc. J'ai commencé à baisser comme ça et après j'ai commencé à prendre des demi. Donc ouais, et la bouteille, vous savez très bien, quand on prenait une codéine dans un verre, la couleur elle devient un peu grise. Les gens ils disaient, mais il y a quoi dans ta bouteille? Et tellement je voulais pas le redire, je disais, c'est de la limonade. Ouais, je dis, ah, c'est de la limonade, ouais, c'est un antalgique, j'ai mal. Jamais je leur disais, de toute façon, les gens ils savaient que j'étais drépano, donc quand je leur dis, ouais, je prends un Doliprane ou une codéine parce que j'ai mal, ils se posent pas la question. En vrai, avec les drépanocytaires, si tu vois quelqu'un qui en prend trop, tu le sais direct. Mais une personne qui sait que tu es atteint d'une pathologie, qui dit, ah, vas-y, ben, tiens, tu prends de la morphine une fois, il va se dire, ben oui, le pharmacien m'a laissé acheter tout ça, c'est mon pharmacien d'enfance. C'est comme si tu allais voir ta boulangère et je lui donnais aucune excuse. Je lui donnais rien. Écoute-moi, ma pharmacie, vraie pharmacie officielle, je leur donnais mon ordonnance. Tu vois. Lui, j'y allais sans ordonnance. Parce que c'était le pharmacien de la famille. Il se posait pas la question. Il avait vu mes parents, il avait vu la famille. Il se posait pas de questions, tu vois. Je pouvais pas, et je savais que la pharmacie officielle dans laquelle j'allais, ils n'allaient pas me le donner. Tu vois. Donc, je donnais aucune excuse. En fait, ce que je fais, c'est que je la madouais un peu. J'allais le voir, je t'appelais, ah, tu vas bien et tout, check, ça va la famille, madame, elle va bien, tac, tac. Tac, jusqu'à là, vas-y, ben, tu me mets 10 boîtes et je suis là, ouais. Il me raconte sa vie, là, il raconte, ah, ok, vas-y, bonne soirée. Vas-y, ça se passe comme ça. Rien, pas de. Et pourtant, c'est sous ordonnances. Jamais il m'a dit ceci, cela, il facturait, puis c'est tout. Hein. Il m'a pas aidé. Ah ouais, sans ordonnance. Je lui donne aucune excuse. Donc voilà. Donc j'ai essayé tout. J'ai essayé d'arrêter. Et je vous disais, pour vous dire tellement j'étais arrivé à un stade, même quand j'avais pas d'eau, ce que je faisais, je coupais, je mettais ça dans ma bouche avec de l'eau. Ma bouche, c'est gazeux. Vous savez, maintenant que j'ai des fois, ça explosait. Ce que je faisais, c'est que j'ouvrais la bouche comme ça, pour que l'air puisse t'échapper. Donc, je reproche, mais je faisais des trucs de gogol. Mais voilà, parce que t'as pas de gobelet, parce que t'es en transport, il t'en faut un. Donc je faisais ça. Et des fois, on voyait, ça faisait. Il y avait des bulles là, qui sortaient. J'ai fait des trucs, mais voilà. Après, j'ai jamais mangé, jamais fait des trucs de ouf sous codéine. Et je vous dis, même sous codéine, je parlais comme là je vous parle. C'est-à-dire que j'étais lucide. Ouais, il y en a, quand ils sont défoncés, entre guillemets, vous voyez qu'ils sont un peu stone, etc. Vous voyez qu'ils sont un peu stone. Vous voyez? Moi non, je vous parlais comme là je parle normalement. Et des fois, j'avais des problèmes de somnolence. Je dormais, j'étais un peu gazeux, un peu dans le vague, etc. Mais rien n'y a fait. Pendant les hospitalisations, il me fallait ma codéine. Donc, je disais aux gens, j'avais un meilleur ami, je disais, vas-y, va à telle pharmacie, va voir mon pharmacien, tu le dis, tu viens de ma part, tu prends 10 boîtes de Dafalgan, tac, vas-y, tiens, va voir ma cellule. Je les appelais, j'étais pas bien, alors que j'étais à l'hôpital et que j'étais sous morphine. Encore une fois, que j'étais sous morphine, que j'étais perfusé, que j'avais l'acupuncture. Non, il fallait que j'ai ma codéine. Tous les jours, il fallait que j'aie ma codéine. Et je cachais ça dans les tiroirs. Et quand les gens ils faisaient les inventaires, les infirmières faisaient les inventaires, c'est ce que je détestais. Je mettais ça et j'enlevais les cartons et je mettais ça dans ma trousse de toilette. Je leur disais non, fais pas mon inventaire, je le fais tout seul. Et des fois, même quand j'étais dans les pires situations où j'étais archi douloureux, j'avais comme la lucidité de leur dire fouillez pas mon sac, ça m'appartient. Tellement c'était un truc de fou. Et ça, je voulais pas qu'on y touche. Je prenais des. Et vous voyez, mes verres, ils étaient blindés, ils étaient gris, ils étaient beiges, etc. La folie.
Et voilà, donc je les ai alertés. J'ai essayé, je monte, j'arrête. Une fois, j'étais arrivé à bien baisser, mais c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Mon ex, elle en a parlé à mon frère. Mon frère est venu, il a dit, t'es dépendant, fais quelque chose. Ça va pas. Et là, quand il m'a sorti ça, j'ai dit, bah, j'ai osé aller le voir. Et lui, il m'a mis face à ma réalité. Ce jour-là, je voulais la tuer, mais en vrai, elle avait raison. Elle avait raison. Ce jour-là, quand il m'a dit, je sais que t'es accro, t'es addict. Oh, la honte que j'ai eue. La honte, mais j'ai eu tellement honte, c'était un truc de ouf. Je dis, waouh, moi qui n'en avais jamais parlé, qui avait caché ça des années, elle est partie lui dire, et lui il est venu, il m'en a parlé. Mais il m'a pas fait la morale. Il m'a dit, c'est une merde, la drépano te fait faire des trucs de ouf. Ah, c'est dangereux, je suis là, je vais t'aider, mais arrête. Et je me rappelle, je suis sorti de chez lui, j'étais vénère. J'étais vénère, mais j'ai noté dans mon agenda, et c'est encore là, chaque année, il le rappelle, son discours, je l'ai au mois de février, ça sonne, discours du frangin, je l'ai noté à 21h. Chaque année, il y a l'alarme. Je me dis, ouais, bon, vas-y. Là, c'est un déclic. En fait, il faut un déclic. Je me dis, c'est un déclic. Je reprends RDB avec les addictos. J'essaye. Et après, je suis là, je me sors des excuses. Vas-y, je vais attendre que ce soit un lundi. On est en milieu de mois, on est le 22 du mois. Vas-y, je vais attendre le 1er du mois prochain. Le 1er du mois, c'est un mardi. Non, mais vas-y, je vais attendre le lundi d'après. Comme ça, je vais commencer le 1er jour. Toujours, j'avais une excuse. Toujours une excuse. Pour pas commencer, pour pas faire le premier pas. Mais c'est tellement psychologique. C'est tellement psychologique. On s'en rend pas compte. Mais c'est ouf. Parce qu'en vrai, le sevrage, au bout de 3 jours, physiquement, ton corps, même si c'est 3 jours de souffrance, ton corps, il est sevré. Il ne ressent plus le manque en 3 jours. Par contre, la partie psychologique, elle est importante. Et c'est pour ça que vous êtes là, vous me demandez le nom. Je vais vous le donner, il n'y a pas de souci, on va venir là-dessus. Mais il y a la part psychologique qu'il ne faut pas oublier. Pourquoi tu es venu à prendre de la codéine? Qu'est-ce qui fait que à ce moment-là, tu en as pris? Et j'ai essayé de dire, vas-y, sur 24 heures, j'en prends 12. J'ai dit, je vais essayer. Et 12 pendant une semaine. Et la semaine d'après, je commence à 11,5. 11,5, 11, etc. Et j'en ai parlé à mon médecin. Mon médecin me dit, hey, monsieur Baradji, un sevrage, il ne se fait pas comme ça. Il ne se fait pas en 107 ans. Il ne se fait pas en 15 mois, chaque demi. Il dit, hey, faut aller au front, direct, tu coupes. Il me dit, direct, tu coupes. Faut... Mais elle est un peu dure, mon médecin, elle est un peu dure. Et c'est pas une question de volonté ou d'envie. Et ça vraiment, j'insiste là-dessus. Et j'en ai pas parlé. Qu'est-ce qui a fait que j'ai pas eu le choix? En fait, une fois que j'avais essayé tout ça, que les années sont passées, que j'en prenais, etc., que j'ai vu que ça allait pas, je vous ai dit, en 2020, on m'a proposé la thérapie génique. On m'a proposé la thérapie génique, etc. Et j'ai volé la morphine, enfin la PCA. Donc là, on m'a dit, monsieur Baradji, il faut vous mettre sous méthadone. Donc voilà. Le nom du traitement de substitution, ça s'appelle la méthadone. Ouais, je vous le montre. Méthadone. La méthadone, pour ceux qui en ont déjà entendu parler, pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, moi je connaissais ce nom. Je savais qu'ils voulaient me mettre sous ce produit-là. Et j'en ai toujours eu peur. J'en ai toujours eu peur. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que j'en entendais, c'est que c'est un substitut qu'on donne pour les toxicomanes. Et je le dis bien, c'est un substitut qu'on donne pour les toxicomanes. Et ça m'a fait peur. Et donc en fait, c'est pour ça que j'ai jamais voulu franchir le cap. À chaque fois, je me suis dit, Badem, vas-y, essaye tout seul d'arrêter. Essaye tout seul. Mais on n'y arrive pas, c'est trop compliqué. Et moi, je sais, hein, je suis faible psychologiquement. La codéine, c'est ma faiblesse. C'est psychologique. On peut me dire, t'es fort, t'es... Non. Par rapport à ça, en tout cas, je sais que je suis faible. Je sais que je suis archi faible. Mais je voulais pas sauter par là. Ouais, j'en avais trop peur. J'en avais peur. Quand on m'a dit, monsieur Baradji, vous n'avez pas le choix, il faut vous mettre sous méthadone. C'est un substitut. Et je dis, ok, là, là c'est sérieux, je peux plus esquiver. Je vous ai dit, j'avais fait la réunion où j'ai invité tous mes frangins. Je leur ai dit, voilà, on me propose la thérapie génique, j'ai volé la morphine à l'hôpital. Enfin, sur la pompe, pas à proprement, j'ai pas volé dans leur stock, etc., etc. Quand je dis voler, on s'entend bien.
leur ai dit, mais par contre, il y a un problème, je suis addict à la codéine et il va falloir me mettre sous méthadone, il va y avoir un sevrage. Et en fait, ce qu'ils m'ont dit, moi j'ai eu peur de leur parler le jour-là. Je dis la vérité, je les ai réunis, j'avais peur. Ils m'ont dit, mais en fait, pourquoi tu n'en as pas parlé avant? Et là, le fait que eux me disent ça sans me juger, sans me dire, mais en fait, on est ta famille, on t'aurait aidé si tu nous avais dit ça. Mais en fait, je me suis retrouvé comme un con. J'ai dit, mais en fait, pourquoi je leur ai pas dit? Pourquoi j'ai eu peur de leur dire, c'est mes frangins? Ils me disent, c'est pas quelque chose que t'es né de Répano, c'est pas quelque chose que t'as choisi. T'as pas choisi d'aller à la pharmacie et dire, je veux de la codéine. C'est pas ça. C'est pas comme si t'avais allumé ta première cigarette volontairement, comme si t'avais pris ton premier verre de vin, comme si tu t'étais shooté, t'avais pris cette décision-là. Là, c'est une maladie qui t'a impacté et qui a fait que tu es devenu dépendant à un médicament. Et quand ils m'ont sorti ça, je dis, ah ouais. Je dis, ah ouais. Je dis, mais en fait, pendant des années, j'ai perdu des années. J'ai perdu des années. Tout ça pour votre regard, les gens. Pour votre regard. Votre regard. C'est le regard des gens qui tue. Le regard des gens, il est archi mauvais. Le regard des gens. Je dis, mais en fait, j'ai eu peur du jugement. J'ai eu peur de votre jugement. Je dis, vous, on s'est compris. Mais j'ai eu peur du jugement des gens en me disant, ouais, tu vas être catalogué drogué. Tu vas être catalogué toxicomane. Et regardez, et comme quoi c'est vrai. Regardez. Donc, ils me disent ça. Je dis, mais en fait, à partir du moment où j'ai le soutien de ma famille, le reste, j'en ai rien à foutre. J'ai l'autre, celui qui voudra me juger, voudra me dire ceci, cela, c'est qu'il ne me connaît même pas. Ah, t'es un drogué. Vas-y, je suis drogué si tu veux. Il n'y a pas de problème. Change. Prends ma pathologie, prends ma maladie. On dit toujours ça. Tous les gens vous diront, ouais, les gens qui disent, prends ma pathologie, mais une seconde. Quand on vous dit que c'est la maladie de la douleur, c'est pas pour rien, les amis. La maladie de la douleur. Faut comprendre. Vous avez eu le Covid, vous étiez en dépression et vous en êtes remis. Vous étiez à la fin de la vie, la fin du monde, vous avez été confiné 2 mois. 2 mois pour vous, c'était truc de ouf. On est confiné tout au long de notre vie. Bon, Mathieu, tu l'as vécu comment ton confinement? Mais moi, pour moi, c'est pas un confinement. Je suis confiné à l'hôpital la moitié de l'année. La moitié de ma vie, je l'ai passé à l'hôpital. Je suis déjà confiné entre 4 murs. Et une fois que je suis confiné, je sors de mon confinement à l'hôpital, je suis confiné chez moi parce qu'il faut que je me repose. Donc moi, le confinement, là, ça n'a pas changé ma vie. Mais vous, là, vous avez eu le Covid, vous avez 2 jours de rhume, vous étiez en dépression. Et après, vous osez nous juger sur le fait que, là, c'est un coup de gueule, ouais, carrément, alors que ce n'était pas prévu. Et là, vous osez nous juger sur le fait que nous, on est devenus dépendants à certains traitements, à certains médicaments qu'on nous donne pour soulager la douleur. C'est ça en plus qui est fou, qui est paradoxal. C'est qu'en fait, on vous bourre de morphine pour vous soulager, mais en fait, cette morphine-là, elle vous cause de l'accoutumance, de la dépendance. Mais ça, vous y êtes pour rien. On n'y est pour rien. Quand on entend dire, et je reviendrai sur ce sujet, je ferai un prochain live la prochaine fois sur la prise en charge, sur des discours que certains soignants ont, en disant, ah, c'est un drogué, ah, il vient chercher sa morphine, ah, il vient chercher sa kétamine, ah, il vient chercher ceci, ah, il y a le chiant, ah, vous inquiétez pas, ça, on va revenir là-dessus. Ah, on n'est pas drogué. On n'a pas décidé d'aller dans une pharmacie et dire, ah, je veux du protoxyde d'azote, le Calinox, là, le Méopa, comme les jeunes ils font, là, ils se butent à ça comme si c'était un... Ils s'enivrent à 12 ans comme si c'était un jeu. Nous, on n'a pas décidé ça. Hein. On n'a pas décidé ça. Ça, c'est quelque chose qui nous a été imposé. Vous voyez? Il y a une différence entre ceux qui sont drogués, qui ont voulu prendre la cocaïne, tous palmade. Voilà l'exemple. Bête. Ça, nous, c'est pas... Là, vous pouvez appeler et dire c'est un drogué, il n'y a pas de problème. Non, on n'est pas drogué. On est devenu dépendant à des médicaments parce que ces médicaments-là, vous nous les avez donnés, on les a pris pour nous soulager d'une douleur atroce que même si vous aviez là. Mais vas-y, vous tirez une balle. Déjà, le Covid, ils avaient mis par terre. Donc bon, bref, on reviendra là-dessus. Je dis, je m'en fous du regard des gens. Et j'ai commencé à en parler à mes amis en leur disant, ouais, je vais rentrer en thérapie génique, nanana, mais il y a eu un gros problème, nanana. Et il y a un ami, il m'a sorti,
écoutez-moi bien. Il m'a dit, ah, mais en fait, t'es un junkie. Voilà. Sur le coup, j'ai vu rouge. J'ai rien dit parce qu'on était avec un couple d'amis. Il m'a dit, t'es un junkie. Junkie, c'est une insulte, c'est très fort ça. Hein. Sur le coup, j'ai rien dit. Je suis rentré chez moi. Je vous jure, j'ai pas dormi. Mais j'ai pas dormi. Le lendemain, je l'appelle parce qu'il fallait que je l'appelle. Je lui dis, tu vois ce que tu viens de dire? Je suis un junkie. J'ai dit ça, c'est typiquement ce genre de discours qui fait que j'en ai jamais parlé, que j'ai pendant 15 ans, j'ai fermé ma gueule parce que j'avais peur que des gens comme toi me cataloguent comme ça. Non, mais je disais ça pour rigoler, non, 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 non. Dire ça, c'est junkie, c'est péjoratif quand même. Junkie, c'est, hey, moi je vais pas fouiller les poubelles, je suis pas, j'ai ma tête. Et quand il y a même un junkie, les junkies, tu connais pas son passé, tu sais même pas pourquoi il est passé par là et ce qu'il a fait, ça se trouve c'était un cadre, ça se trouve il avait la best life et un jour il a eu un dégringolade. Il suffit d'une petite épreuve et bim, un grain de sable. Ouais, et vous voyez comment ça va vite, les regards des gens, ah après il s'est excusé, voilà, aujourd'hui on n'est pas, je suis en pas à guerre. Mais voilà, je dirais que c'est ce genre de commentaires qui font que nous, on parle pas. Et encore, c'est à cause d'une maladie, c'est même pas quelque chose, je vous dis encore, c'est pas quelque chose qu'on a voulu. Oui, même vos amis vous disent ça. Je dis, mais comment? C'est pas possible. Alors, des gens qui ne nous connaissent pas. Bref. Donc, je vais voir la dictologue. La dictologue. Le sevrage, donc du coup, il me dit. Mais il m'a pas expliqué ce que c'était la méthadone. Et ça, c'est une erreur de sa part. En fait, la méthadone, pour être clair, c'est un antidouleur très puissant. Ça fait partie de la famille des morphiniques. Mais moi, ça, je ne le savais pas. Moi, j'en avais juste entendu ce que j'avais à la télé. Donc moi, quand j'ai fait mon sevrage, le sevrage, il était sur une semaine pour qu'il fallait doser le traitement. Et du coup, là, cette semaine-là, j'ai été chez mon grand frère. Il m'a hébergé chez lui parce que le sevrage, je ne pouvais pas le faire tout seul. Et heureusement d'ailleurs. Donc, le 15 novembre 2020, 20h et des brouettes, je prends mes 2 derniers d'afavon-codéine. Mes 2. Je prends les 2 derniers. Franchement, j'étais pas bien. Et la photo que j'ai prise, j'ai pris celle que je voulais, où il y a tous les dafalgons codéinés. J'ai pris tous les dafalgons, toutes les boîtes que j'avais, tous les antidouleurs que j'avais. Je lui ai donné à mon frère quand je suis parti le voir. Je lui ai dit, tiens, prends, j'en veux même plus. Parce que ça, c'est la tentation. Quand tu les as chez toi, c'est une tentation. J'ai dit, j'en veux même plus. Alors que j'étais pas à Skénon, tout ça, les morphines, j'en prends pas. J'en prends juste quand je suis en voyage, histoire de, au cas où j'ai une crise, j'ai de quoi me soulager. Mais sinon, j'en prends pas. Mon principal sujet, c'était la codéine. Donc voilà. Je vais chez lui. Le lendemain, je vais à l'hôpital de jour. Moi, je pensais que j'allais avoir le médicament tout de suite. Non. Le mec, enfin le docteur, en fait, le processus, c'est quoi? C'est que on te fait attendre. On attend qu'en fait, t'aies là les signes de manque. Mais ça, on ne me l'a pas expliqué. C'est-à-dire qu'il fallait que j'attende que je sois sûr, que je sois irritable, que je sois énervé, que j'ai mal au ventre. Parce qu'en fait, quand vous prenez ça, vous avez des effets secondaires. Somnolence, difficulté à uriner. Donc, il ne faut pas croire. J'étais là, on m'a donné ça à 14h. Donc, j'étais vraiment énervé parce qu'on ne m'avait pas expliqué. Quand on m'a pris ça, quand je l'ai pris, le premier comprimé, j'ai retrouvé l'effet planitude que j'avais pris à l'époque de la codéine. Je dis, ah ouais, si je suis bien là, j'étais stone. Mais le mec, ça, il ne me l'a pas expliqué. Et ça, c'est dangereux parce que si tu n'expliques pas ça aux patients, le mec, il peut vite être dépendant à ça aussi. Je retrouve, je dis, bah, j'allais smile, je dis, I like that. Mais c'est pas bon. Faut expliquer ça aux patients. Ça, c'est une erreur, ça. Faut expliquer ce que c'est la méthadone, les effets secondaires directs. Donc, je vous dis, c'est pas un jouet. Hein. La méthadone, c'est pas un jouet. Donc, tous les jours, on y allait pour savoir quel dosage à peu près j'allais prendre. Bon, c'était trop haut, soit j'étais trop haut, surdosé. Et surdosage, c'est pas bon. Et si je vous dis, c'est un antidouleur. C'est-à-dire que moi, maintenant, grâce à ça, je fais plus de crise. Je recommence. Grâce à ça, je ne prends plus du tout de codéine. Par contre,
effectivement, le Doliprane, ça agit mieux, mais pour aller soulager les grosses douleurs, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Donc, il faut faire attention. Ils m'ont mis sous ce traitement-là. J'ai arrêté. Mais j'ai tout un suivi psychologique. Déjà, je voyais ma psy. Mais là, ma psy, je la voyais régulièrement. Toutes les semaines, j'étais là-bas. Comment vous vous sentez, M. Baradi? Nanani, nanana, le traitement. Donc, je dis, il ne suffit pas juste de dire à votre médecin, le patient, là, il a fait une vidéo, il a dit la méthadone, il a arrêté la codéine. Non, il ne suffit pas de faire ça. Je dis, il faut savoir déjà, il faut comprendre pourquoi tu as pris la codéine ou pourquoi tu as été. N'importe quel antalgique, pourquoi tu l'as pris? Pourquoi tu es devenu dépendant? Qu'est-ce qui fait que tu en as pris? Et ça, c'est un travail là-dessus. Il ne suffit pas juste. Parce qu'en fait, là, qu'est-ce que ça fait la méthadone? La méthadone, ça empêche les signes de manque physique. Par contre, la partie psychologique, il faut la soigner aussi. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Moi, je regardais. Moi, je me rappelle, hein, j'étais là, j'avais les mains. Quand je prenais la codéine, j'en prenais pas quand j'avais les mains occupées, quand j'avais l'esprit ailleurs. Mais quand je l'avais pas, j'étais là à la codéine. Et je dis non, faut pas que j'y pense. Mais on a tous un double un peu dans nos têtes là, qui le yin et le yang. Vous voyez le petit diablotin là? Ah vas-y, prends la petite banane, prends un codéine. Moi je suis là, non, je le prends pas. 1 minute se passe, 2 minutes se passent. Vas-y, banane, prends-en. 2 minutes se passent. Non. Vas-y, t'as gagné, j'en prends un. 10 minutes, 1 heure se passe. Vas-y, reprends-en un. Non, je n'ai pris rien par contre. Et bim, là, tu... J'ai ouais. Faut pas oublier, on sous-estime la part psychologique. Là-bas, on a fait combien de crises on a fait parce que psychologiquement, on était stressé, angoissé, nanani, ceci. Là, c'est pareil. Et du coup, 15 novembre 2020, j'ai arrêté. J'ai tout donné à mon frère. Plus de tentation, il n'y a plus rien. Et franchement, c'est efficace. Je fais moins de crises. Et elle m'avait dit aussi, vous ferez moins de crises, vous viendrez moins à l'hôpital. Et quand bien même vous viendrez, on vous soulagera. Et les antalgiques qu'on vous donnera, ils feront leur effet. On n'arrivera plus à des 200 mg de morphine, des 600, des 300 mg. Je ne me retrouverai plus avec de la kétamine, la gogo. Là, Dieu merci, depuis 2 ans, je n'ai pas fait de crise. Alors, je ne vais pas dire que c'est à cause de la méthadone, grâce à la méthadone ou pas. Il y a tout un tas de trucs qui a fait que, si on oublie 2021 et l'épisode où j'ai fait la chimio, voilà. Mais je fais des crises. À la maison, je réussis à les gérer. Et pour vous dire comme quoi, j'ai pas guéri. Je suis encore addict. Dans le sens où j'ai peur des médicaments. Et je sais que c'est ma faiblesse. C'est-à-dire que quand je suis en crise, là, je prends du tramadol et ça me fait peur. Parce qu'à un moment, la tramadol, j'ai commencé à en prendre tous les jours. Et je me suis dit, il ne faut pas que ça devienne ta codéine. Tous les jours, tu prenais de la codéine. Tu as réussi à faire l'effort, tu t'es battu. Tu as pris tes méthadone. Retombe pas dedans avec le tramadol. Parce que le tramadol, c'est encore plus pervers que la codéine. Donc vraiment, en plus, tramadol, on tombe vite addict. Donc moi, quand là, je fais des crises, je dois prendre des antalgiques. Mais franchement, j'ai peur. Et je suis pas là, j'ai pris un Doliprane à midi, il faut que j'attende 18h. Non, moi, vraiment, je suis vraiment à ce niveau-là, je suis bancal. C'est-à-dire, midi, je suis capable de prendre à 16h. Vous voyez, je vais respecter les doses. Mais je sais que ma faiblesse, c'est les antalgiques. Pas que la codéine. Ouais, donc c'est pour ça que je suis, ça fait 2 ans et 3 mois que j'ai pas pris de codéine. Mais les antalgiques, ça reste ma faiblesse. Et donc, comme je disais, je touche plus la codéine, ça c'est fini. Ça y est. Maintenant, ce que je donnais à mon pharmacien, je le donne. Je fais un peu comme ceux qui fument. J'ai ma boîte, j'appelle la boîte à DEF, pas la boîte à... Pourquoi DEF? Parce qu'on me dit dafaglampédéine, je dis vas-y, je vais pas mettre boîte à DAF. Je mettais boîte à DEF, pas la boîte à défense, mais boîte à DEF. Donc voilà, tous les vendredis, non, toutes les 2 semaines, le vendredi, je mets 27,40 €. 27,40 €, c'est 10 boîtes de dafaglampédéine, 2,74 €. J'ai pas mis l'inflation, donc je sais pas si le prix a augmenté, il faut que je réactualise. Je mets tous les 15 jours 27,40 € dans cette boîte. Mon alarme à 20h elle sonne, 27,40 €, je les mets. Et chaque 15 du mois, je remets 27,40 €. Et à la fin de l'année, à la date anniversaire, donc en novembre, je prends le pactole. Plus de 1 000 €, pour vraiment 1 000 €, plus de 1 000 €.
et je me fais un kiff. Ou là, j'ai acheté ma trottinette électrique, ou j'anticipe, je me fais des plaisirs. Ouais, et là, je me dis, mais en fait, lui, là, mon pharmacien, je vais payer ses vacances, je vais payer, ça se trouve, je vais payer sa Rolex. Tellement j'ai dépensé. Et je vais vous donner des chiffres, parce que, pour que vous vous rendiez compte, c'est énorme. Sur une moyenne où je prenais 14 comprimés par jour. 14 comprimés par jour, les amis. Ça fait 98 comprimés par semaine. Déjà énorme. 400 comprimés par mois. 400 comprimés par mois. Par année, ça fait 5110 comprimés ingurgités dans mon bide. 5110 comprimés de dapalon-codéine. Et je vous dis, c'est une moyenne. C'est une moyenne. Sur les 16 ans où j'en ai pris, on arrive à 81 760 comprimés que j'ai bouffés. 81 760, les amis. Est-ce que vous vous rendez compte de ce chiffre? Quand j'ai mis ça là, j'ai mis ces chiffres-là, j'ai dit, mais comment mon foie, il a tenu? J'ai 81 760 comprimés de codéine, j'ai bouffé. Mais comment mon foie, il a tenu? Je ne sais pas. Dieu merci, j'ai la foi. Dieu est là. Mais moi, j'ai la foi, je sais, c'est Dieu est là. Et j'ai réussi à faire la thérapie génique. On m'a dit, monsieur, vous n'avez même pas de maladie. 81 000. Donc, mettez-vous ceux qui sont addicts. C'est pas remboursé parce que c'est remboursé quand tu as ton ordonnance, mais quand tu n'en as pas, tu dépenses. Donc, chez 27,40 €, je les sortais toutes les 15 jours, je les mettais de ma boîte. Je les payais de ma poche. Mon salaire, je payais des 200 balles de codéine par mois. Un peu comme ceux qui vont acheter leur cannabis, leur ceci, leur sola, leur cocaïne ou ce que tu veux. Moi, j'allais chez mon pharmacien. C'est pour ça que je vous dis, c'est mon dealer, guillemets, du coin. Je le payais 27,40 €. Et je vous dis, des fois, j'y allais 3 fois par semaine. J'y allais un vendredi, j'y allais le mardi, j'y retournais le vendredi. Vous voyez, 81 000. 400 comprimés par mois. Mais enfin, j'aurais dû prendre des Lego, là, j'aurais dû faire une montagne. C'est des chiffres, mais hallucinants. C'est des chiffres hallucinants. Donc voilà pourquoi j'en parle. Parce qu'en fait, j'ai eu tellement ce sentiment de honte sur moi pendant des années. Et même face à l'addiction, quand il m'a prescrit, quand il m'a dit, monsieur Baradji, c'est une maladie, l'addiction. J'ai dit, qu'est-ce que tu me racontes avec ta maladie? C'est pas une maladie, la pas c'est une maladie, le diabète c'est une maladie, l'addiction c'est pas une addiction, c'est non. Mais je vous le dis, l'addiction c'est une maladie. C'est une maladie, c'est pas quelque chose qu'on a cherché. Donc ceux qui sont comme moi, et Dieu sait qu'il y en a, et j'espère vraiment que cette vidéo, elle va vous sensibiliser, elle va vous motiver à faire le premier pas, même si mon pas est pas bon, allez voir votre médecin, allez voir votre médecin, dites-lui, je suis addict. Là, il y a un médecin qui s'est formé sur l'addictologie. Tellement il y en a de plus en plus. Ils se sont rendus compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont addictes. Et du coup, même ces personnes, même moi, on voit moins. De 2004 à 2020, il n'y a pas une année où je n'ai pas été à l'hôpital. 2004-2020, 16 ans où je n'ai pas une année été à l'hôpital. 2004, 5, 6, jusqu'à 2020, il n'y a pas une année où je n'ai pas été à l'hôpital. Là, Dieu merci, depuis, on ne m'a pas vu. On ne m'a pas vu là-bas. Donc ça joue, je ne peux pas dire que ça ne joue pas. Ça joue, le fait de ne plus prendre de codéine, ça joue sur le fait de faire moins de crises. Donc ceux qui ont cette dépendance, qui ont la dépendance à la codéine, qui ont la dépendance encore pire aux skénants, actiskénants, fentanyl, tous les opioïdes, Acupan, Doliprane, et qui ont la honte, qui ont la gêne, qui ont la culpabilité, ne l'ayez pas, allez voir votre médecin, parlez-en. Moi, je vous dis, et je vous répète, la méthadone, je le prends par rapport à ma situation, par rapport à ce que moi j'ai vécu.
par rapport à ce que moi j'ai vécu. C'est pour ça qu'on me le prescrit. Demain, c'est pas parce que vous avez déjà un méthadone que le mec il va vous le donner, que votre médecin il va vous le prescrire. Il y a tout un processus et surtout, il va falloir avoir une partie psychologique. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut travailler la tête. Pourquoi tu as pris pourquoi tu as dit que tu as la morphine? Qu'est-ce qui fait que tu as dit pourquoi tu en prends? Tu recherches quel effet quand tu prends? Est-ce que tu recherches un effet d'évasion? Est-ce que tu recherches à oublier quelque chose? Est-ce que tu as des problèmes qui font que tu en prends? Est-ce que tu as peur de la crise? Pourquoi tu as peur? Quelle crise? Etc., etc. Donc il y a tout ça qu'il faut ne pas sous-estimer. Et encore une fois, il ne faut pas en avoir honte. Parce que c'est une maladie. Et lui, moi j'en ai parlé pour briser ce tabou. On a trop de tabous. On a trop de tabous. Il ne faut pas avoir honte. Et ça, mon médecin, je vais parler à mon médecin. Ceux qui veulent des informations, parce qu'hier j'ai été là, je vais parler de la méthadone. Dites-moi ce que je dois dire. Dites-moi ce que je dois dire pour éviter de dire des bêtises, etc. Donc déjà, c'est un antidouleur. La famille des morphiniques. Attention aux somnolences. Moi, je vois, je prends ça, mais je dors beaucoup. J'ai beaucoup de somnolence. Des fois, je ferme les yeux. Faire attention. Constipation. Difficulté à uriner. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc voilà. Il y a... Et c'est une dépendance. On va pas se mentir. Je prends plus de méthadone. Je suis pas bien. Donc ça reste une dépendance. J'ai soigné une dépendance par une autre. Mais en toute honnêteté, je préfère celle-là. Celle-là, je prends un comprimé. Pendant 24 heures, ça y est, c'est bon. Plus besoin d'avoir un tube. Plus besoin de... En voyage, 50 000 boîtes. Une année, je suis parti en vacances. Mon frère, il a vu, j'avais mis plus de boîtes de dafagan codéné que de vêtements. Il a dit, c'est quoi tout ça? Et que je partais pour une semaine. Il y avait 15 boîtes. Il me dit, c'est quoi tout ça? Il a retiré la moitié. Ce qu'il savait pas, c'est que avant de partir, j'ai remis tout ce qu'il avait retiré. Donc voilà, c'est vraiment une addiction. Il faut faire attention. Faut pas hésiter à en parler. Et autre sujet, on m'a parlé du Méopa, le Calinox, le gaz hilarant. Et c'est vrai que, alors, ça c'est particulier parce que ça nous soulage. Mais il y a deux écoles, il y a des avis qui disent que c'est bien de l'utiliser, d'autres non. C'est compliqué, je rentrerai pas là-dedans, mais... Ouais, je diminue. J'étais un... Alors, ce qui est... je diminue, pardon, je réponds à la question. Ouais, je diminue. Mais c'est quelque chose de progressif. Au début, je voulais aller vite. Je disais à mon médecin, dans combien de temps? Je voulais dire, ouais, dans 4 ans, j'arrête. Je voulais aller très très vite. Au final, c'est pas comme ça. Déjà, il faut que tu aies ton dosage. Après, tu stabilises. Tu vas voir que tu vas aller mieux. Tu feras moins de crises. Et après, tout dépend de ce que tu as dans ta vie. Si dans ta vie, tu vas bien, enfin, si tout va bien, ça roule, si tu fais pas de crise, tu entameras une baisse, mais pas rapidement. Il faut au moins laisser une année s'écouler et après, ça ira mieux. Mais c'est pas au bout de 6 mois que tu vas commencer à entamer une baisse. C'est progressif. Vraiment progressif. Et moi qui voulais me presser, je ne me presserai pas. Mais oui, il y a une baisse. Et j'espère un jour ne plus en avoir besoin et ne plus avoir besoin de prendre aucun traitement de substitution. Vraiment, c'est mon souhait. Mais je me presse pas. Alors que la codéine, je m'étais dit, oui, avant mes 30 ans, avant mes 40 ans, avant mes 1. Là, la méthadone, je me presse pas du tout. Je me presse pas, mais je prends pas mon temps non plus. C'est-à-dire que là, avec mon médecin, on doit entamer une baisse, ça va se faire. Quand j'aurai pas les douleurs, quand l'hiver sera passé, comme ceci, quand je serai plus trop en crise, nanana. Ouais, ça joue sur le moral. Bien sûr que ça joue sur le moral. Mais tout joue sur le... On s'en rend pas compte. Hein. T'es irrité, t'es irritable, t'es énervé. Moi, je croyais que c'était genre, moi, ma colère, nanana. Non. Les antalgiques, quand t'es en manque, mais tu deviens con. Déjà, t'es en sueur, t'as chaud, t'as froid, tu comprends même pas. Ton t-shirt, il est trempé, tu sais même pas pourquoi. Et ça, ce rouage-là est tout aussi difficile que quand tu sors d'hôpital et que tu n'as plus de morphine. Et qu'on t'arrête les antalgiques du jour au lendemain comme ça, sans entamer une baisse progressive. C'est pareil, t'as chaud, t'as froid. Donc là, quand tu te plains de codéine, si pendant une heure, t'en as pas ou 2 heures, déjà tu commences à les ressortir au niveau des articulations.
tu commences à avoir les petites gouttelettes, les sueurs les sueurs, ta chaud, ça perle, tu colles, t'es irrité, t'es irritable. Ça joue sur ton moral, bien sûr. Bien sûr, tu t'énerves pour un oui, pour un rien. Tu dors beaucoup. Et moi, je vous dis, j'ai eu de la chance. Malgré ça, cette addiction-là, j'ai quand même eu ma vie normale. Ouais. J'ai pas eu de soucis. J'ai pas eu de soucis particuliers. Ça m'a pas coupé de mes relations sociales. Je travaille, même au travail, ça se voyait pas. Et même au travail, quand je cachais, quand je devais en prendre, mais je sortais des techniques, des trucs, de toute façon on le sait. C'est comme que j'allais me cacher en catégorie, j'étais comme un gosse là, je me retournais, je mettais mes mains, j'ai vraiment fait des trucs. Donc voilà, je fais pas. Donc c'est pour ça, allez voir vos médecins. Quand t'as un grosse comme c'est que tu quand t'as une grosse crise, c'est géré vu que tu. Ouais, ouais. Donc, voilà, moi je vous incite vraiment à aller voir vos médecins pour les personnes qui sont addictes ou en parler autour de vous. Et pour en revenir au homéopathe, c'est vrai que on s'est rendu compte et on se rend compte qu'il y a pas mal de drépano qui en réclament et qui tombent dans cette addiction aussi. Et ça, il faut être vigilant. Parce que ça bousille les neurones. Ça bousille les neurones. Et on m'a alerté là-dessus, mais vraiment, en pédiatrie, c'est quelque chose qu'on prescrit beaucoup aux jeunes pour leur soigner, pour leur soulager, pour les soulager. Chez les adultes, c'est pas quelque chose qu'on fait couramment, en tout cas pas à Mont d'Or. Et quand on en a, il y en a, ils vident les bouteilles, ils sont tellement stone. Pour le coup, ils cherchent cet état-là, certainement. J'allais dire, ils se défoncent, ça prend un chat, ouais. Ils se défoncent et c'est pas bon parce qu'en fait, du coup, c'est pour ça qu'après on est tous catalogués. Et ça, faut être vigilant. Il y en a, ils vident des bouteilles à eux tout seuls alors que normalement, 15 minutes, une demi-heure, grand max, tu prends et puis après, on te l'arrête. Donc, faut faire attention. C'est plus obligatoire. Ouais, après, moi, à mon avis, même si je suis pas médecin, et je dirais qu'en fait le Calinox, ça doit être parce que moi je vois j'ai pas de veine. Donc déjà quand je suis à l'hôpital, quand j'arrive et qu'on n'arrive pas à me piquer, c'est compliqué. Donc moi je dis ça doit être un protocole. Selon moi tu dois le mettre au moins aux urgences quand le patient il vient, qu'il a pas de veine, que tu sais pas, que tu veux pas le piquer, que tu l'as pas encore mis sous morphine. Après quand il est quand il est dans un service normal et qu'il a mal, peut-être dans les débuts pour soulager, pour casser sa douleur, mais la preuve, tu prends du Calinox, t'es défoncé, et ça te fait du bien tout de suite. Une fois que tu l'arrêtes, tu reviens et ta douleur elle est toujours là, tu vois. Donc le Calinox c'est quelque chose qu'il faut faire attention, mais moi je comprenais pas pourquoi il le mettait pas. Après oui, ça se défend, donc voilà, le sujet il est 21h35 les amis. Si vous avez des questions, je suis là pour répondre. Mais voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Ah si, d'être longtemps. Hein. Il suffit que le patient, il suffit que l'infirmière elle soit occupée ailleurs et qu'elle lui fait confiance. Et ça c'est pareil, on fait confiance au patient. Vas-y, t'arrêtes dans 20 minutes. Ouais. En plus, avec le Calinox, t'as même plus la notion du temps. Et puis, tu vois que quand tu reviens une heure après, le patient est toujours sous Calinox. Et t'en as, ils viennent, ils réclament que ça. Et ils en deviennent addicts. Ils deviennent addicts au Calinox. Le Calinox Calinox ou Antonox, c'est protoxyde d'azote. Pour ceux qui ne savent pas. Vous voyez les capsules là, argentées que les jeunes prennent avec un ballon là, pour sniffer, c'est exactement la même chose. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ça produit pas mal de troubles neurologiques. C'est pour ça qu'en tout cas à Mondor, ils ne sont pas trop chauds pour le prescrire. Pour vous dire, même moi, quand on va me poser des cathéters en fémoral, je demande le Calinox parce que je sais que je vais avoir mal. Ils veulent même pas. Ils veulent pas. Bon, après, c'est parce qu'ils n'ont pas, soi-disant, la configuration des lieux, etc. Mais moi, je dis que dans certains cas, ça doit être prescrit.
Donc voilà, les amis, le sujet. J'espère avoir été clair, j'espère avoir donné les informations nécessaires et que pour ceux qui m'ont écouté et ceux qui sont dans mon cas, qui ont été dans mon cas, ou si vous connaissez des personnes, parlez-en autour de vous parce que c'est vraiment, vraiment un fléau, on ne s'en rend pas compte. On est énormément, et encore une fois, c'est pas notre faute, c'est pas quelque chose qu'on a choisi, c'est pas quelque chose qu'on a décidé. Donc, ça, c'est vraiment le mot d'ordre, ne pas avoir honte. Vraiment ne pas avoir honte. Et ne pas hésiter à demander de l'aide. Parce que tout seul, il y en a, ils ont réussi tout seuls. Moi, j'ai parlé avec certaines personnes. Hein. Elles ont réussi toutes seules. Mais c'est archi, archi, archi difficile. Et le sevrage solo, gérer ces douleurs de manque, cette sensation de chaud, froid, tout seul, la part psychologique, franchement, pas évident. Pas évident. Non, j'ai pas vu ta question. C'est quoi ta question? Quand tu as une grosse crise, comment le service hémato gère la crise vu que tu peux pas prendre... Si. Alors, depuis que je suis sous méthadone, j'ai pas encore fait de crise. Et par contre, si j'étais amené, tu leur dis que tu es sous méthadone, voilà, ils vont quand même te prescrire des antalgiques. Ils vont quand même te prescrire des antalgiques qui vont me donner de la morphine, tu vois. Et je pense, je sais pas, ça m'est pas encore arrivé, et je pense que cette fois, la morphine, elle agira mieux qu'en étant dépendant. Tu vois, j'étais à des 15, vas-y, on va dire une boîte de codéine par jour. Une boîte. Et mon médecin m'a dit, monsieur Baradji, tous les jours, la réanimation, c'est pas normal. Tous les jours, la réanimation, c'est pas normal. Donc voilà. Bien sûr qu'on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte et on peut tous y être confrontés. Et ça, c'est un truc de ouf. Ça, c'est quelque chose que je veux dire parce que c'est vrai. Moi, les personnes avec qui j'ai été amené à discuter de mon addiction, je me suis rendu compte, une fois que je parlais avec une infirmière, elle m'a dit, mais moi aussi j'ai été addict à la codéine. Elle me dit, moi j'ai eu mal au dos, on m'a prescrit la codéine et j'étais addict. Donc il n'y a pas que nous, il n'y a pas que les drépanocytaires qui peuvent être addicts à ça. Hein. Tu subis une opération, un médecin, tu as peur du jugement, mais il faut t'en foutre. Faut t'en foutre. Parce que ton jugement, demain, si on doit te faire une crêpe, moi, mon médecin m'a dit, monsieur Baradji, j'ai peur qu'un jour on m'appelle et qu'on me dise, il nous faut une greffe du foie. T'imagines, à 30 piges, on t'appelle, on te dit, imagine ton foie, il est mort, et on te dit, il te faut une greffe du foie. Mais toute ta vie, tu vas regretter le regard. De toute façon, moi, je parle du principe. Dans la vie, que tu fasses ou que tu ne fasses pas, tu auras toujours des gens pour juger, pour critiquer, pour ouvrir leur bouche. Donc fais ce que tu veux. En fait, tu vois, on n'est pas à ta place, personne n'est à sa place. Quand j'ai fait ce que j'ai fait en réanimation, que j'ai pris la morphine, etc., j'étais passé du monsieur Baradji, piédestal, patient chouchou, nanana, à je suis vertigineuse, le drogué, nanana. Mais les gens ne se sont pas posé la question de savoir pourquoi j'en étais arrivé là. Tu vois, pourquoi j'en étais arrivé là et qu'est-ce qui a fait que j'ai passé cette étape. Tu vois, j'ai franchi cette étape. Donc, faut s'en foutre. J'ai dit, mais en fait, ça va pas changer ma vie. Tu vois. Et vaut mieux que tu commences, que tu en parles, plutôt que de rester là avec ta peur. Parce que la peur, elle ramène rien de bon. Rien de bon. Ah ben voilà, ça c'est exactement ce qu'il faut faire. À partir du moment où tu as peur et que tu prends les devants, voilà, un suivi addicto, déjà tu as cette prise de conscience. Donc c'est cool. Bonjour Lynn, comment je vais? Je vais bien, merci et toi? T'as une idée de l'espérance de vie en France? Non. Non, j'ai pas du tout cette idée-là. Non, du tout. Du tout. Non. J'ai pas. Par rapport à un drépanocytaire, tu veux dire? Par rapport à un drépanocytaire, l'espérance de vie? Je sais pas. 700 mg.
700 mg de tramadol. Bon. Je vous dis que j'étais un petit joueur. Ah si, c'est une addiction. C'est une addiction parce qu'à un moment, tu prends ça. À un moment, tu prends ça parce que ton corps, il en a besoin. Et à partir du moment où ton corps il en a besoin, ça devient une dépendance. Ça, c'est même pas... au début, où tu prends ça pour une... Là, la semaine dernière, j'étais en crise, je prenais un antidouleur, pardon, pour soulager la douleur. Voilà, ça s'arrête là. Là, le fait de prendre tous les jours de la codéine, c'était parce que si j'en prenais pas, mon corps me le réclamait. Tu vois. Donc, c'est vraiment addiction. Et j'ai pas peur et j'ai plus honte de le dire. J'ai été addict à la codéine. Et j'ai peur j'ai peur des antalgiques. Les antalgiques me font flipper. Je dis la vérité, hein. Je suis pas tiré d'affaire. C'est-à-dire, moi, quand je suis en crise et que je sais que je dois prendre du tramadol, surtout, ça me fait flipper. Ça me fait flipper, ça me fait peur parce que je dis, vas-y, imagine, j'en prends plus que d'habitude. Et si j'arrive plus à en prendre tous les jours, comment ça? Et si j'arrive pas à en prendre tous les jours? Et si j'en prends trop pendant X temps, comment ça va se passer? Donc, je suis pas. C'est un peu comme les alcooliques anonymes, ou voilà, tu vois, où t'es entre guillemets alcoolique à vie. Donc là, je me dis, je suis addict à vie, surtout qu'en plus, j'ai pas arrêté. Donc, c'est facile de replonger. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que mon pharmacien, je retournerai plus le voir. Et j'ai même eu peur qu'à un moment qu'il prenne sa retraite et que je sois bloqué à ne plus aller voir, à plus avoir de pharmacien. Pour vous dire, j'avais tellement peur de ça et au final, j'ai réussi à décrocher avant qu'il parte en retraite. Donc, s'il va à la retraite, à Salom. Donc, pour vous dire, j'ai eu peur de ça. Mais j'essaie de remonter parce que 400 mg. Quand je vous dis, je suis un petit joueur, il y a des gens, ils prennent vraiment, mais ils prennent vraiment énormément d'antalgiques. Moi, je connais des personnes qui prenaient des 2 boîtes de codéine. 2 boîtes, 32 comprimés par jour. 32 comprimés. Imaginez-vous ça. Mais en fait, prenez une calculatrice. Donc voilà, on peut tous devenir addicts. Tous. Tu te fais opérer, tu te casses une jambe, ou presque un antidouleur. Bim. Et ça, et les médecins, par rapport à la drépanocytose, ils doivent sensibiliser les jeunes. Ils doivent nous sensibiliser dès l'adolescence en disant c'est un antidouleur puissant, faites attention. Et les parents ont aussi un rôle à jouer. Moi, mes parents, ils regardaient pas, ils me disaient ouais, t'as pris tes médocs? Je disais toujours oui, mais ils vérifiaient pas, ils regardaient pas. Et combien de boîtes de stacks de médicaments il y avait, il restait que des spécialphonines, etc. Alors que codéine, c'est à l'appel. Donc c'est voilà, faut être vigilant et vraiment moi j'insiste, c'est pour ça que je vais souvent voir l'éducation thérapeutique, je vais souvent voir les adolescents, les jeunes pour leur expliquer, pour leur dire, parce que c'est là, une fois que tu es adulte et que tu es addict, c'est compliqué, il faut juste que tu ailles voir un addictologue. Alors que quand tu es jeune, tu es drépanocytaire, on peut encore parler, on peut les mettre en garde. Vous voyez, on peut vous mettre en garde en vous disant voilà, c'est un antalgique, il y a une dépendance, c'est susceptible t'es susceptible d'être dépendant. Faites attention. Et maintenant, on a accès à l'information. Il y a 20 ans, on avait un peu moins. C'était un peu plus compliqué d'avoir ces informations-là. Donc, il faut qu'on fasse, que les médecins fassent attention de la prévention et qu'ils discutent avec. Ben voilà, tu vois, tu prenais ça pour oublier tes problèmes. Alors qu'au final, tes problèmes, ils sont toujours là. Est-ce que c'est la solution d'en prendre? Non. Mais personne ne peut juger. Ça, c'est toi, tu as trouvé ce moyen-là. Moi, c'était la peur de la douleur. Vraiment, j'ai eu des douleurs horribles. Et je dis, mais pour pas la revivre, vas-y, je l'anticipe. En fait, tu anticipes la douleur. Tu anticipes la douleur. Merci, la belle race. Tu anticipes la douleur. C'est juste ça. Mais on sait tous, hein, on a tous dans nos placards des boîtes de codéine. Mais moi, je vous dis, ça fait 2 ans, 3 mois, il n'y a pas un comprimé à la baraque. Pas un. Même si j'ai mal, je préfère prendre un Doliprane qui va rien me faire plutôt que d'essayer de me dire ouais, vas-y, garde une boîte au cas où je suis truc.
rien à secouer. Je prends rien, pas de tentation. Là, ouais, j'ai dû prendre du tramadol, je l'ai là, mais ça me fait flipper. Donc, non. Vraiment, faut faire attention. À quel moment à quel moment on se rend compte qu'on est addict? Moi, je me suis rendu compte à partir du moment où j'en prenais tous les jours. Tous les jours, et à partir du moment où tu dépasses les doses prescrites, c'est que tu es addict. C'est que tu es addict. Ou tu es accoutumé. Donc, c'est vraiment à ce moment-là où tu sens que tu es addict en fait. Et que tu peux plus t'en passer. J'ai 50 ans et je suis très bien. Si. Ouais, bien sûr. Bien sûr, quand tu as été traumatisé par une douleur, et je ferai un live sur la douleur aussi, pour essayer d'expliquer ce que c'est avec mes mots. Mais ouais, quand tu as été traumatisé par une douleur, c'est difficile. Quand tu n'as pas envie de la voir, et je repasse à une particulière. Une fois, j'étais à l'hôpital, j'étais proche d'une sortie et j'ai eu une douleur violente au dos. J'ai fini en réanimation et je dis, mais attends, si en étant à l'hôpital, en étant perfusé, je finis en réanimation avec cette douleur, je commençais à me dire, mais imagine, j'ai cette douleur-là à la baraque. Et je me suis dit, mais le temps d'appeler les pompiers ou n'importe qui, le temps qu'on vienne me chercher, le temps qu'on aille aux urgences, le temps qu'on me perfuse, mais je suis mort. Vraiment, je suis mort. Et quand tu repenses à cette douleur-là, ouais, du coup, tu flippes. Mais il n'y a pas que ça, il y a tout un état psychologique, tout un process. Tu prends ta codéine, ta taxafon, nanani, nanana. Quand tu commences à transpirer à Bayer, ah ouais. Là où moi, et les douleurs, il y a aussi l'irritabilité. Quand tu es irrité, irritable. Irrité, irritable, tu vois. Mais en vrai, si tu prends tous les jours sur une semaine, si tu prends tous les jours des médocs, pose-toi des questions. Si c'est sur une crise, il n'y a pas de problème. Si tu n'es pas en crise, pose-toi des questions. Pose-toi des questions et parle-en à ton médecin. Tu vois. Donc, voilà, vraiment. Et ça va vite. Ça va vite. Moi, je dis, c'était il y a 20 ans. Et je ne sais pas pourquoi. Pourquoi, qu'est-ce qui a fait que le tramadol, pourquoi je vous dis ça commence à me faire flipper, c'est qu'il y a 4 ans, je le connaissais. Il y a 6 ans, je le connaissais même pas le tramadol, je ne savais même pas ce que c'était. Et on m'en a prescrit quand j'ai commencé à faire de l'ostéonécrose aux épaules. Et j'ai vu que j'ai commencé à planer. Et là, j'ai flippé. Et une fois, je l'ai repris ce traitement-là comme ça, parce que j'avais envie. Vous voyez, parce que j'avais envie. Et là, je savais ce que je faisais. Je me suis dit, mais Badem, là, tu prends parce que tu as envie. Fais attention parce que tu vas devenir addict. Vous voyez, la part psycho, tellement elle est ouf. C'est pour ça qu'il faut être vigilant. Il faut être vigilant donc, et que j'en ai peur. Surtout que ça va trop vite. Ça va trop vite. Donc voilà, pour les personnes, si vous posez des questions, parlez-en à vos médecins, addictos, et voilà. Mais surtout, ne pas avoir honte. Franchement, je ne le répéterai pas assez. Ne pas avoir honte, c'est pas quelque chose qu'on a choisi. Je dis, c'est pas le premier verre, on n'a pas décidé de boire, on n'a pas décidé de. On n'est pas rentré dans une pharmacie en se disant, ah, qu'est-ce que je vais prendre aujourd'hui? Oui. Donc voilà. Bon, les amis, 21h48. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va clore ce live. Et je pense qu'un live toutes les 3 semaines, c'est pas mal. Au début, je fais des lives tout seul, mais je pense qu'avec le temps, je ferai intervenir certaines personnes. Et j'ai parlé à mon addicto. Donc ici, il y a des personnes qui veulent être en contact et qui sont sur la région parisienne, dans le 94. Il n'y a pas de souci, je peux vous donner ses coordonnées. Elle est open. Et une fois, je ferai un live avec elle, ou un live ou une vidéo, un truc, pour qu'on parle de ce sujet. Parce que pour moi, il ne faut pas qu'en parler qu'une fois. C'est quelque chose qu'il faut répéter. Et pour que ça rentre dans l'esprit des gens et qu'on lève ce tabou. Ouais, bien sûr que c'est pour anticiper, mais si tu en prends tous les jours, est-ce que tu anticipes, mais au final, la crise,
la crise, si elle doit venir, elle viendra. Tu vois? Ouais, ouais, ouais. Un live, on peut faire... Bon, je suis plus en couple aujourd'hui, mais on peut faire un live sur la vie de couple. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Si vous avez des sujets de live que vous voulez qu'on aborde, que j'aborde, il n'y a pas de souci, hein. J'ai des idées dans ma tête, j'ai certains lives, certains, je vous dis, je vais faire un live sur la prise en charge, sur la douleur, euh, sur les, ouais, sur les couples, c'est possible, et, euh, et sur l'entourage des personnes qui sont avec, la foi, parce que la foi, mine de rien, elle est importante, hein. Pas de religion, je parle juste de foi. Le fait d'avoir une croyance quand on a une pathologie chronique. Voilà, mais si vous avez des sujets, des sujets que vous avez envie que j'aborde et que je connais, y a pas de, il n'y a pas de souci. Donc, ouais, Lynn, je ferai un live sur la vie de couple. Ouais, avec l'expérience que j'ai eue. Ouais, il y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Bon. Messieurs, dames, il est temps de clore ce chapitre, ce live. Ça a été intéressant, j'espère que ça vous a plu. Et puis, oui, la foi, elle aide beaucoup, carrément. C'est pour ça que je veux faire un live dessus. Parce que la foi, elle aide beaucoup. En tout cas, pour ma part, elle m'a aidé. Même s'il y a des hauts, il y a des bas. De toute façon, moi, je pense que dans ce genre de pathologie, maladie, si tu n'as pas la foi, tu te flingues. Tu te flingues. Il n'y a pas, y a pas d'autre mot, tu te flingues. Si j'ai pas la foi, mais alhamdoulilah, j'ai la foi, je suis là. Donc, j'ai la foi, la famille, les amis. C'est le triangle d'or. C'est ça qui fait qu'on est encore là. Le triangle d'or. Merci, merci à toi, merci à vous. Ceci était un message d'espoir en temps de crise. C'est tout pour moi, les amis. See you. À bientôt. Et n'hésitez pas à faire des commentaires ou à partager et tout ce que vous voulez. Bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Et bon appétit à ceux qui vont manger. Et merci de m'avoir écouté. Et on garde le smile. Je n'emmerderai pas et on n'emmerderai pas tous ensemble. Si les amis. Si j'arrive à couper, que je fasse pas la même bêtise que la dernière fois. Merci le descendant d'Ottoman. Tac, si je fais ça.